à Dadji. On va à présent s'intéresser donc au discours du chef de l'État, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, son discours à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, un discours porté sur la foi en l'ONU et la place à accorder au continent noir. Alors le président de la République, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a prononcé son discours annuel au cours de la 80e session de l'Organisation des Nations Unies. Il s'est intéressé au multilatéralisme, à l'importance de l'ONU, malgré les critiques et l'ouverture du Conseil de sécurité de l'ONU, cette éternelle question. Alors c'est une session particulière avec la reconnaissance de la Palestine par la France déjà, Dadji, et les affirmations du Congo, pas vrai? Effectivement, c'est une session bien particulière qui a commencé avec un discours très enflammé du président américain Donald Trump, mais surtout aussi avec cette réunion qu'avait préparée le président français en coprésidence avec l'Arabie Saoudite pour à la fin aboutir à une reconnaissance officielle de l'État de Palestine, reconnaissance qui était bien entendu attendue de ce côté-là. Donc, les pays qui portent aujourd'hui en bandoulière un peu la cause palestinienne, on pense au Brésil et à certains pays d'Amérique du Sud qui ont été vraiment très réjouis de cette nouvelle. Et c'est là que la 80e session a été lancée. Et vous savez que c'est pratiquement tous les 193 pays de l'ONU tous les 193 pays qui font partie des Nations Unies qui vont s'exprimer par le truchement de leur président et premier ministre, donc représentants officiels. Et les chefs d'État et de gouvernement ont tour à tour pris la parole. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, il y a une journée, à 2 jours je pense, a pris la parole pour justement essayer de mettre disons les mots sur un certain nombre de réalités que nous vivons tous à travers les contextes difficiles sur des institutions, les demandes des pays africains, notamment sur le Conseil de sécurité. Voilà. C'est ce discours-là qui doit défendre aussi le multilatéralisme parce qu'il y a aussi l'unilatéralisme de l'autre côté, parce qu'on ne veut, certains pays veulent se fermer, d'autres doivent maintenir cette ouverture pour essayer de coopérer. C'est un discours offensif, mais le président de la République a pris aussi par ce discours un certain nombre d'objectifs, enfin un certain nombre de décisions importantes et qui marquent la place importante de la République du Congo dans le concert des nations. Au-delà de cela, la place importante de la République du Congo dans sa capacité à finalement prendre les devants de la scène sur des questions notamment très très brûlantes de notre planète actuelle. Exactement, exactement. Alors, quels sont les axes majeurs, les axes importants de ce discours du chef de l'État et principalement les sujets abordés? Alors, sur le discours du président de la République, il fallait d'abord battre en brèche une affirmation aujourd'hui de la désiétude de l'ONU, puisque quand certains considèrent que l'Organisation des Nations Unies arrive en bout de course, donc elle n'a plus la possibilité de donner ce qu'elle devrait donner. Par exemple, on prend le cas du discours du président Donald Trump qui a dit que voilà, la seule chose qu'il a reçue de l'ONU, c'est un prompteur en panne et un ascenseur en panne. Donc, on voit bien que la mise en cause de l'ONU est aujourd'hui, bien entendu, au zénith. Et le président de la République a porté en bandoulière un peu la responsabilité de réaffirmer cet intérêt de l'ONU. Et il y a aussi la réaffirmation par la même occasion de la place de la coopération entre les États, donc la solidarité internationale, parce que la logique de la guerre aujourd'hui a repris le dessus sur la logique de paix, de coopération, de dialogue. Et donc, il faut revenir aux principes qui ont, entre guillemets, fondé un peu la création des Nations Unies, parce que notre monde est un théâtre aujourd'hui de guerre. On a beaucoup de foyers de conflits. Et ces foyers-là, il n'y a que la diplomatie, selon le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui justement peut constituer un moyen, un levier essentiel à lever pour justement trouver des solutions. Alors, il y a aussi des positions fortes que le président de la République a prises
sur des questions essentielles, les questions où obligatoirement on prend toujours position, c'est-à-dire par exemple la question palestinienne. On ne peut pas être flou. À un moment donné, il faut donner une position objective et ferme qui justement va orienter la diplomatie, en l'occurrence de votre pays. Mais il y a aussi des questions économiques, et des questions de déséquilibre économique dans le monde aujourd'hui qui, justement, à travers les guerres commerciales, les guerres économiques, les guerres technologiques, enfin tout ça, bien sûr, les grands pays se disputent un peu la tête du peloton, mais les petits, ou du moins les moins avancés, subissent les affres de ces conflits-là. Donc, il y a le multilatéralisme à regarder, à réobserver avec la question du changement climatique et la grande question, tu l'as dit, une question qui est pratiquement devenue un peu éternelle aujourd'hui, c'est celle de la réforme des Nations Unies. Où mettre l'Afrique? Est-ce qu'elle va toujours être voilà, merci. L'assistante des grandes décisions, où elle va juste participer, elle aussi, à la prise de ces grandes décisions pour le bien de l'humanité. Exactement, c'est la grande question. Alors, le monde aujourd'hui se doit de revenir aux fondamentaux de l'ONU, Dadji, le retour à la diplomatie face aux conflits et les grandes positions pour les économies et la solidarité internationale pour un monde plus meilleur. C'est ce que nous espérons tous. Effectivement, c'est aussi les vœux ou le vœu du président de la République, Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, on oublie très souvent de le dire. Et donc, de ce point de vue-là, il a brossé ce tableau et il a affirmé un certain nombre de choses. D'abord, commençons d'abord sur cette fameuse question de la remise en cause de l'ONU. C'est une responsabilité commune aujourd'hui qui appelle justement à une gestion, une co-gestion des affaires internationales pour justement revenir aux fondamentaux de l'ONU par le mécanisme du respect des principes prônés dans la Charte des Nations Unies et par le vecteur de la coopération basée sur le respect de chaque État, chaque représentant, parce que ici on est sur la base de un État, une voix, donc la voix au chapitre doit être donnée à tout le monde et que la solidarité internationale forme de ce fait un destin commun que tout le monde défend pour le bien de tous. C'est à cette aune-là, justement, qu'a été formée l'organisation. Alors, le problème aussi, en outre, c'est le problème de la place de la diplomatie, je le dis au départ, aujourd'hui face au conflit. On prend le conflit en Arménie et contre l'Azerbaïdjan, on comprend le conflit RDC-Rwanda, on prend le conflit Inde-Pakistan, on prend l'éternel conflit Ukraine-Russie. Donc, et d'ailleurs, sur ces questions ou ces conflits-là, Donald Trump a affirmé, et bon, sans aussi mensonge et donc avec vérité, qu'il a pendant 8 mois participé au règlement de la plupart de ces conflits. Et donc, ces règlements-là, c'est un bon début. Il a accéléré la rencontre, du moins l'entente entre ces parties conflictuelles. Aujourd'hui, il faut aussi mettre en place des procédés diplomatiques pour qu'il y ait une paix durable, une sorte d'entente durable et pour le bien, pour les bénéfices du développement durable à travers ces éléments-là. Et il faut trouver le mécanisme qui permette à ce que tout le monde, on se retrouve, notamment avec le mécanisme de la primauté de la loi. C'est-à-dire que s'il y a conflit, c'est parce qu'on a, entre guillemets, quelque part, brisé un peu la chaîne des règles qui étaient les mêmes pour tout le monde. Et donc, ces mêmes règles qui ont été établies au bien, ou plutôt pour le bien collectif, doivent être respectées. Et ces règles-là forment justement ce socle pour avancer. Alors, il y a aussi la question des positions. Je l'ai dit au départ, le président de la République a pris 2 positions essentielles sur le conflit israélo-palestinien. Il a, lui aussi, soutenu la solution à deux États, donc un État palestinien et un État israélien. Et la question de cette solution à 2 États a toujours été un peu une question internationale
que tout le monde voilà, a toujours son opinion là-dessus. Mais la seule difficulté, c'est de trouver les frontières. Parce que l'État de Palestine, aujourd'hui, dans les faits, a un gouvernement. Mahmoud Abbas, le président palestinien, a même fait son discours, bon, par visioconférence, parce qu'il n'a pas été présent, faute de visa. Et malgré cela, il a un gouvernement, il a une population. Le problème, c'est le territoire. Reconnaissance ou pas, c'est sur quel territoire la Palestine va se constituer un État et être reconnue. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a une sorte de mouvement général de reconnaissance de la Palestine un peu partout. C'est ce qu'on va, c'est de ce qu'on va en faire. Ça, c'est là où, bien sûr, la responsabilité il reste. Alors, il y a aussi la question de l'embargo contre la République de Cuba. Cuba est sous embargo depuis les années 60. Bon, il y a eu la question de la guerre froide, c'était normal, l'Est contre l'Est, etc., États-Unis et URSS, mais c'est mort depuis très longtemps. Cuba reste encore sous embargo. C'est un peu de l'absurdité et le président de la République a justement soutenu que cet embargo prenne fin. Le dernier élément, ce sont les questions économiques. Alors, en économie, vous avez les grandes puissances qui se battent pour un certain leadership, je l'ai dit, mais le point, c'est que c'est comme quand les éléphants se battent, ce sont les arbres qui souffrent. Et donc, nous autres pays en voie de développement, lorsque ces grands éléphants-là se battent, on en subit les conséquences, et parmi ces conséquences-là, vous avez les questions de financement, instabilité des marchés, puisque dans les marchés, il y a les financeurs, c'est-à-dire les investisseurs qui arrivent. Et vous savez, les investisseurs, dès qu'il y a un peu de bruit, dès qu'il y a quelque chose il avait prévu d'investir 200 milliards, mais bon, il y a quelque chose, un petit conflit ou une petite entente, une mésentente quelque part, il n'investit plus et c'est nous qui subissons cela. On a aussi des questions sur l'augmentation des prix. Vous savez, l'augmentation des prix des matières premières, c'est bien, parce que par exemple, le pétrole, si ça augmente, c'est bien, mais le produit manufacturé, c'est-à-dire la transformation du pétrole en produits que nous utilisons, et comme les produits ne sont pas toujours fabriqués au niveau domestique, quand les produits reviennent, alors que le coût a été très important, ce coût-là se répercute encore sur nous. Et donc, ces augmentations des matières premières, sans contrôle, causent aussi au juste des problèmes. Donc, il y a tous ces aspects-là à prendre en ligne de compte aujourd'hui pour faire en sorte que les pays pauvres profitent de cette chaîne d'approvisionnement et pour qu'on ne tombe plus dans les crises et le creusement de la dette, etc. Donc, il y a compétition naturelle, normale pour le leadership avec les atouts que chacun peut avoir. Mais cette compétition ne va pas aller vers la confrontation, puisque la confrontation, elle nous détruit tous, puisqu'il n'y a aucun bénéficiaire. Bien sûr, elle ne nous arrange pas en fait. Alors, le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, a fait des propositions. On précise pour les réformes contre les armes nucléaires, une question qui est en train de diviser le monde aujourd'hui. Il a fait des propositions pour les réformes, les armes nucléaires et un multilatéralisme conforme aux besoins des différentes sociétés du monde. Effectivement, le président ne s'est pas arrêté justement à faire le constat d'échec, le constat des faits. Il a fait un certain nombre de propositions. Parce que, par exemple, il met en avant un certain nombre de problèmes sérieux qu'on s'attaque pas. Par exemple, la famine, les problèmes d'alimentation, l'atteinte des objectifs de développement durable. Ce sont des éléments qu'on devrait aller collectivement pour trouver des solutions parce que c'est ce qui touche justement les individus. Mais il y a aussi la question de la représentation de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique devrait être représentée au Conseil de sécurité des Nations Unies et ce même Conseil devait être plus représentatif pour que, permettez que je me répète, mais surtout qu'il soit transparent, puisque, in fine, quand il n'y a pas d'Afrique et que généralement la majorité des questions qui sont traitées dans ce conseil concernent aussi l'Afrique, pourquoi vous parlez de nous sans nous? Donc à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un représentant africain pour que le continent, en l'occurrence, soit aussi respecté. Il y a aussi les questions du multilatéralisme. C'est vrai, on parle de l'unilatéralisme parce que la pauvreté fait en sorte que les États se referment. Par exemple, en termes d'immigration, si vous n'avez pas suffisamment de travail,
vous concevez mal comment recevoir d'autres pour venir prendre le peu de travail que voilà, vous-même n'arrivez pas à trouver. Okay. Donc, de ce point de vue-là, il y a quand même des idées, mais comment continuer à coopérer et ne pas froisser les autres. Donc, c'est une sorte de multilatéralisme aujourd'hui réfléchi autrement, à visage humain. Et le président de la République prône ce multilatéralisme-là qui doit aller vers les résultats concrets pour le bien des populations. C'est-à-dire, vous coopérez avec un pays, mais vous ne voyez pas le bout du tunnel. Qu'est-ce que la coopération avec ce pays vous apporte? Est-ce qu'il y a des résultats? Est-ce qu'il y a du win-win? Est-ce que c'est seulement une coopération voilà, en l'air? Donc ça, c'est un élément sur lequel il fait allusion pour justement faire en sorte que, vous savez, il y a aussi les guerres, il y a aussi le terrorisme, et tout ça est nourri par le chômage, la pauvreté, l'exclusion, les inégalités, les frustrations. Donc, et donc, il faut faire en sorte que les pays qui souffrent trouve un certain nombre de solutions pour qu'on ne tombe pas toujours dans la spirale infernale de la violence. Alors, il y a aussi le dernier élément sur le changement climatique, parce que les affres du changement climatique sont bel et bien réelles, partout on les constate. Comment faire? Premier élément, c'est mettre en application, alors véritablement en application, les propositions de l'accord de Paris 2015, de la COP 15. Ici, il faut aussi aller vers une sorte d'adaptation des économies avec des éléments de changement climatique, c'est-à-dire le droit au développement. Les pays qui luttent contre le changement climatique devraient avoir des moyens pour se développer en permettant une transformation autrement de la production et des moyens de consommation et de financement. Donc, le Congo qui a proposé la décennie mondiale pour c'est la reforestation, le boisement et le reboisement. Il n'y a que le boisement, je pense. Il n'y a que le boisement. Donc, le boisement est aujourd'hui un élément, disons, un pays phare, entre guillemets, dans cette lutte-là. Et cette lutte doit être embrassée par tous les pays. Le dernier élément sur lequel le président a porté des propositions, c'est sur la prolifération des armes nucléaires, parce que c'est une dangerosité incroyable. On n'est plus aujourd'hui dans la situation d'équilibre des forces de la période guerre froide. Tout le monde veut avoir l'arme nucléaire, mais pour quel but, pour quelle fin? Vous savez que l'arme nucléaire, c'est une sorte de destruction massive et ultime. Pourquoi on va vers la course aux armements alors qu'on a des problèmes sérieux, des problèmes économiques, des problèmes de santé, les problèmes d'éducation? Ce sont des choses sur lesquelles on devrait normalement se tourner et ne pas consacrer des budgets, des sommes pharaoniques à la production des armes nucléaires qui peuvent justement nous exterminer inutilement. Donc, le président a terminé par une phrase que j'ai vraiment bien aimée, c'est « Ne laissons pas l'histoire se faire sans nous ». Et donc, ici, c'est sa participation, sinon sa grande participation à l'écriture de l'histoire qui nous attend. En tout cas, ne laissons pas l'histoire s'écrire sans nous, sinon se faire sans nous, se vivre sans nous, parce que nous en sommes les acteurs, en fait. On n'est pas loin de là. Merci beaucoup à toi, Dadji.